Aujourd'hui, on va vous parler optimisation de la fertilisation et émissions d'ammoniac. Pourquoi? Parce que l'agriculture, le secteur agricole en général, est responsable de 94% des émissions d'ammoniac en France. Et que associé aux oxydes d'azote qui sont émis par le trafic routier ou par l'industrie, ça produit des particules qui sont néfastes pour la santé. Suite aux directives européennes, la France adopte en 2017 le plan PREPA qui a pour objectif de réduire de 4% les émissions d'ammoniac à l'horizon 2020 et de 13% à l'horizon 2030. Pour cela, les pays européens ont rédigé un guide des bonnes pratiques agricoles, donc qui est ce guide que vous pouvez retrouver sur internet et qui dispose de fiches techniques pour améliorer ces pratiques. Et à La Réunion, il existe des leviers aujourd'hui qui peuvent être utilisés pour réduire ces émissions, tels que l'utilisation de l'outil d'aide à la décision CERDAF pour connaître ces quantités d'azote, de phosphore et de potasse à apporter sur ces parcelles pour sa fertilisation, et aussi la pratique du fractionnement. Ces deux pratiques, elles sont éprouvées à La Réunion pour optimiser sa fertilisation et pour réduire ses émissions d'ammoniac. Il existe aussi des techniques qui sont éprouvées en métropole, qui sont actuellement en test ou qui vont être en test à La Réunion, comme on va le voir dans la présentation qui va suivre. Bonne présentation à tous! Donc qu'est-ce qui se passe à La Réunion sur la fertilisation? Donc il y a des projets qui tournent autour de la fertilisation, donc le projet terreau. Le but premier du projet terreau, c'est de conseiller les agriculteurs sur l'utilisation de Mafor. Donc Mafor, c'est ce qu'on appelle une matière fertilisante d'origine résiduaire. Donc on teste le fumier de volaille, le lisier de porc, le compost de Campiero, les chantres de poules granulées, des méthaphores agro-industriels comme les écumes de sucrerie ou les bouts de digestane méthanisation de vinasse de la distillerie de Rivière-du-Mars, c'est le moins dire, et des maphores urbaines comme les bouts de station d'épuration et le compost de déchets verts. L'objectif, c'est si demain vous avez à disposition par exemple du fumier de volaille, combien vous voulez en appliquer sur votre parcelle. L'objectif du projet terreau, c'est ça, c'est de vous conseiller sur la dose à appliquer et si besoin une complémentation à réaliser en engrais minéraux. Mais pour pouvoir avoir ces références-là, il a fallu qu'on mette une référence minérale. Donc cette référence minérale, ce sont des doses croissantes d'apport d'azote qui nous permettent d'obtenir une courbe de réponse. En gros, plus on apporte de l'azote, plus le rendement augmente, mais pas à l'infini. À un moment, on va atteindre un plateau. Tu pourras toujours ajouter tout l'azote que tu veux, le rendement ne pourra pas augmenter. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à sa fertilisation. On voit que ici, on est à notre optimum d'augmentation de rendement, donc finalement on va perdre de l'argent parce qu'on va surfertiliser pour rien. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre la bonne dose d'azote. Mais cette efficacité de l'azote, il est dépend uniquement de la bonne dose à apporter, mais de plein de conditions différentes. Et donc on a fait des mesures d'efficacité. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on est bien, je vous précise qu'on est bien sur de l'urée, d'accord? Notre base c'est ce que utilisent la plupart des agriculteurs ici pour fertiliser de la canne au niveau de l'azote, c'est de l'urée. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur nos 4 sites, donc à La Mare, à Piton-Saint-Leu, à Saint-Benoît, à Saint-Louis, on a des grandes variations. Par exemple en plantation, on a une efficacité, c'est-à-dire que 12% de tout l'azote que j'ai apporté va dans la canne, dans la partie aérienne de la canne. Mais à Saint-Benoît, on a une plantation, 92% est dans la canne. Donc on voit bien l'intérêt de mettre des sites différents ici. Donc on a une grande variabilité d'un site à l'autre. Mais aussi d'une année sur l'autre. Parce qu'à Saint-Benoît, la première année, on a eu 92% d'efficacité, mais 33% d'efficacité l'année d'après. Donc ça pose beaucoup de questions. Ça dépend du sol et du climat au moment de l'apport. Par exemple, on sait que si vous appliquez votre engrais quand il fait chaud, quand il y a du vent, l'engrais, il va pas pour la plante, mais il a tendance à volatiliser dans l'air. Donc c'est comme ça que vous pouvez perdre, on va voir les chiffres tout à l'heure, mais de grandes quantités. Et donc maintenant je vais laisser justement Antoine vous parler de résultats qui portent un peu plus sur ces idées de volatilisation. Bonjour à tous, je suis Antoine Bercy, je travaille au CIRA, donc bon, je ne vais pas me présenter, je vais prendre la suite. Nous aussi au CIRA, des travaux sur cette question de l'efficience d'utilisation de l'azote qui est contenu dans vos engrais, dans l'urée.
dans ce site là qu'on appelle le SOERPO. Donc en fait c'est un réseau qui existe dans l'ensemble de la France métropolitaine. Et à La Réunion on a la chance d'avoir l'unique site des DOM. Et dans cet essai, l'idée c'est vraiment de regarder d'un point de vue environnemental quels sont les impacts. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pertes vers les eaux, de nitrates, est-ce qu'il y a des pertes dans l'atmosphère, est-ce qu'il y a des problèmes de contaminants dans les sols, dans la terre, etc. Et il se trouve qu'au passage, on regarde aussi l'efficacité au niveau de la production agricole. Sodamélie, c'est-à-dire qu'on a entre les années, entre 15 et 30% seulement de l'urée qu'on a apporté dans l'année qui va nourrir la plante. Donc j'ai plutôt de mauvaises nouvelles, mais j'ai quand même deux bonnes nouvelles. La première, c'est où est le reste. Donc il y a une deuxième partie, on va dire en simplifiant un deuxième tiers, qu'on va retrouver dans le sol. Donc, quand on suit cet azote marqué, justement, on regarde dans le sol à la fin de l'année, on constate qu'il y a entre 25 et 40% de votre azote qui est dans le sol. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il ne nourrit pas votre canne l'année où vous avez fertilisé, et vous savez qu'il va nourrir votre canne dans les 5, 10, 15 années qui vont suivre. On fait des mesures de volatilisation, Amélie vous en a déjà parlé. Donc c'est de l'azote qui est perdu très rapidement dans le temps vers l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a en gros le troisième tiers qui est perdu directement suite à l'épandage dans la semaine qui suit, voire dans les quelques jours qui suivent. Vous apportez, vous fanez votre engrais, vous avez un tiers qui part dans l'atmosphère. Donc le but aujourd'hui, c'est de voir notamment comment on peut réduire la volatilisation. Parce que vous voyez bien que si vous réduisez ça, c'est d'autant plus d'azote qui vont aller soit dans votre sol, soit dans votre canne. Donc on a monté un réseau sur 10 sites tout autour de l'île. Vous voyez, ça va justement. Il y a des endroits quand même où on a remonté jusqu'à 50% d'efficience. Avec l'urée comme source d'azote, seulement 25 à 50% de ce qu'on apporte est utilisé par la plante et qu'on peut perdre jusqu'à 70% dans l'atmosphère. Mais qu'il y a des solutions qu'on teste et qu'on va tester pour réduire et pour augmenter notre efficacité. Donc le principe, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est à la plantation. Donc quand on géolocalise, vous voyez là, c'est différentes unités de sol à La Réunion. On dit l'échantillon de monsieur Untel, il est à tel endroit, donc en fait c'est sur un endosol par exemple. Donc la deuxième chose qu'il faut renseigner, c'est le type de coupe. Ensuite, ce que vous avez besoin, et ça c'est très important, c'est votre rendement espéré au potentiel, ça ça veut dire. Ensuite, il vous demande, est-ce que vous allez apporter des cendres ou des matières organiques? Donc, la deuxième partie, c'est que votre échantillon il arrive au labo du CIRAD, on vous fait les analyses. Donc ensuite, comment ça se traduit? Il y a une deuxième phase dans votre bulletin, vous pouvez le voir sur ceux que vous avez en main, qui est le diagnostic. Et ça, c'est valable quelles que soient les cultures. Et la dernière phase, c'est le conseil de fertilisation. Ça ne marche que pour la canne à sucre. C'est une culture sur laquelle on a beaucoup de connaissances agronomiques. Vous avez fait un témoin, l'urée apportée en une fois. La deuxième modalité, c'est l'urée apportée en 2 fois. Et la troisième modalité, l'urée apportée en 3 fois. Les résultats obtenus sur 6 campagnes, pour l'urée en 2 fois, par rapport à l'urée en une fois, on a fait plus 86,5 tonnes. Et l'urée en 3 fois, moins 6,1 tonnes. On fractionne mon apport d'engrais, et à la plantation, c'est on met au fond du sillon. Et après, on apporte entre le 3e et le 4e mois. Et après, on repousse. C'est un premier apport entre le 1er mois et le 2e mois après la coupe, et entre le 3e et le 4e mois. Ce qui permet d'avoir environ 10% de rendement. Et en fonction des essais et des zones, on allait entre 7 et 13%. Bon, je vais laisser la parole à Baptiste, qui va vous parler des innovations testées en métropole. Bien, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Baptiste Solène et je travaille chez Orvalis en métropole. Donc, Orvalis, c'est quelques mots, c'est un institut technique. Et en fait, on fait de la recherche appliquée et on est financé par les producteurs. Et on travaille pour les producteurs. Donc, notre conseil d'administration, c'est des représentants des producteurs. Donc, on travaille en gros sur les mêmes thématiques que ce qui vous a été présenté aujourd'hui, entre autres. Alors, c'est des supports de culture très différents, hein, donc et puis c'est des conditions climatiques très différentes, mais vous allez le voir, en fait, il y a des ponts évidents et donc des synergies possibles entre les différentes équipes qui travaillent ici à La Réunion et nos équipes en métropole. Donc, moi, je vais vous parler un peu de ce qui a été testé en métropole sur les grandes cultures chez nous. Donc là, c'est peu importe le schéma, c'est ce que vous a présenté Antoine tout à l'heure, mais un tout petit peu plus compliqué, c'est les différentes étapes. C'était pour vous illustrer ce que présentait Antoine tout à l'heure. En fait,
il y a beaucoup d'azote dans le sol qui est sous différentes formes, et il y a des transformations entre ces différentes formes. Et en gros, il y a plusieurs facteurs de perte possibles. Chez vous, ça peut aller jusqu'à 70%. Chez nous, ça monte moins haut quand même. Au maximum, on mesure 50-60% de perte. Mais c'est aussi le premier facteur de perte. Quand on apporte des engrais, si on ne l'apporte pas au bon moment, si on ne le fractionne pas comme il faut, si on ne l'apporte pas dans les bonnes conditions, on peut en perdre une grande partie par volatisation ammoniacale. Le deuxième facteur de perte, Antoine en avait aussi parlé, c'est l'immobilisation. Donc là, c'est en fait l'absorption par la plante, qui est ce qu'on recherche quand on apporte un fertilisant, va venir en concurrence avec ces autres facteurs de perte. Et donc si on n'apporte pas au bon moment, que la plante n'absorbe pas, ben, il y en a d'autres qui vont s'en charger, les micro-organismes du sol. Et donc là, c'est immobilisé, et qui sera relibéré plus tard. Et donc chez nous, c'est pareil, hein, ça peut être, si tout se passe bien, si on fractionne bien, qu'on apporte la bonne dose, en gros, on peut être proche de zéro. Je dis proche parce qu'en fait, on n'est jamais tout à fait à zéro. Mais on peut monter jusqu'à 30-40% de perte par cette immobilisation. Et après, il y a deux autres facteurs de perte, mais qui sont plus négligeables. Il y a des pertes par dénitrification. Donc là, c'est quand l'azote est sous forme nitrate. On peut perdre de l'azote encore dans l'air. Et là, c'est un gaz à effet de serre. Et le dernier facteur de perte, c'est ce qui part dans l'eau. Vous en avez parlé tout à l'heure, le lessivage. Donc ouais, vous voyez, c'est à peu près les mêmes pertes que vous avez chez vous, mais avec des ordres de grandeur qui sont un peu différents, parce qu'on a des sols différents, on a des cultures différentes, on a un climat qui est différent. Donc ça, c'est le même exercice que ce que vous a présenté tout à l'heure Amélie, mais sur d'autres cultures. Donc là, je vous ai mis des synthèses d'essais sur blé, et ça c'est en orange, et en vert, c'est des synthèses d'essais sur maïs. Et ce que vous avez ici, c'est la distribution des coefficients d'efficacité, donc le 92% de tout à l'heure ou le 12% de tout à l'heure. Vous les avez ici, et là c'est la proportion. Donc on voit par exemple, vous voyez, c'est aussi très variable. Et donc on a regardé, on a essayé d'étudier cette variabilité et de voir quel levier on pouvait mettre en place pour réduire ces pertes-là. Donc pour les réduire, j'ai repris le même schéma que tout à l'heure et je vous ai mis un peu les leviers qu'on a testés pour essayer de réduire ces pertes. Donc la volatilisation ammoniacale, on l'a vu, c'est le premier facteur de perte. Là, il y a plusieurs leviers qui peuvent être mis en place. Il y a la forme d'engrais. L'enfouissement, sur certaines cultures, on est capable d'enfouir l'azote quand on l'apporte. Il y a les périodes d'apport et il y a l'irrigation. L'irrigation, on va le voir, c'est un levier d'efficacité qui est vraiment très très intéressant pour limiter les pertes par volatilisation ammoniacale. Ensuite, le deuxième facteur de perte, qui est l'organisation, enfin l'immobilisation, là c'est le fractionnement. On l'a dit, hein, ça rentre en compétition avec l'absorption. Donc on va le voir, il faut réfléchir à quand est-ce que ma plante absorbe et l'apporter quand la plante absorbe. Donc ça correspond à ce que vous avez là, hein, et tout ça, ça repose, il faut vraiment bien avoir ça en tête, hein, c'est que quand on apporte l'engrais, il attend pas sagement. Hein. C'est que quoi qu'il arrive derrière, il sera transformé et potentiellement il peut être perdu. Alors un deuxième levier, c'est la pluie et l'irrigation. Mais pourquoi je mets pluie et irrigation? Parce que tout simplement une irrigation c'est une quantité d'eau apportée qui simule une pluie. Hein. Où on a regardé l'efficacité des apports, donc mesuré exactement de la même façon que ce qui vous a été présenté par Amélie en face. Donc là vous voyez on a des efficacités qui vont de quasiment 0%. Hein. C'est-à-dire que j'apporte 100 unités, il y en a 0 d'absorbé par la plante. Et jusqu'à quasiment 100%. Et on corrèle ça à la quantité de pluie après l'apport. Ah, vous voyez que il y a quand même une corrélation qui est pas trop moche. Du coup, ça c'est important parce qu'on a encore beaucoup de réflexions, je ne sais pas si c'est comme ça ici, des gens qui attendent qu'il pleuve pour faire l'apport. Mais en fait, il faut le faire avant, il ne faut surtout pas attendre qu'il pleuve. C'est-à-dire qu'il faut le faire avant qu'il pleuve. Et si vous l'avez fait après qu'il pleuve, vous êtes là quoi. Alors que si vous l'avez fait avant qu'il pleuve, vous êtes là. Donc là, vous êtes à 10% d'efficacité, là vous êtes à 70%. Enfin, sous nos climats métropolitains. Une fois que vous avez compris ça, pour limiter la volatilisation, c'est simple, hein. Il suffit de supprimer ce gradient de concentration. Et pour le supprimer, il faut faire descendre l'azote. Et il y a deux façons de faire descendre l'azote. Soit c'est d'apporter directement en profondeur, d'accord, donc ça c'est pas possible partout tout le temps. Soit la deuxième façon, c'est de la pluie ou l'irrigation.
fait, quand on est venu voir le terrain, on avait un peu de chien dedans, on avait des affaires. Et là, ce que l'a explosé partout, c'est impressionnant. Hein. Mais la noix utilise à dire qu'à et après, comme on avait de lumine et tout ça, nous l'a mis avec qualité. Nous l'a fait entre les rampes d'asperseur. Donc on en a 10 menées à chaque fois. Et après, les rampes d'asperseur ont été installées. Ça fait 10 menées. Voilà. Entre ça et ça, il faut vous mettre à haut au milieu.